Donc, ça enregistre. Vas-y, c'est à toi. Si vous voulez allumer votre caméra aussi, allez-y. Hein. Des fois, c'est plus agréable de parler à des gens qu'à soi-même. Donc, Mais, merci, Daniel. Je vais partager un PowerPoint parce que, bon, j'en ai fait un. Fait que tant qu'à ça, on va le montrer. C'est ici. Donc, comme Daniel a dit, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas pour faire signe ou prendre la parole. Là. Je ne suis vraiment pas dans le protocole. Là, donc, soyez vraiment pas gênés. Donc, comme Daniel l'a dit, ben, ma thèse, je l'ai fait supervisée par 2 membres du CIRS, mais je suis étudiante à Sherbrooke, mais je suis aussi co-dirigée par Sophie Veilleux de FSE Laval. Donc, en gros, je vais présenter où est-ce que je suis rendue dans mon parcours doctoral, le contexte de la problématique, puis métaux conceptuels, les retombées, puis les conclusions, c'est où est-ce que je m'en vais un peu, puis après ça, vos questions, si jamais vous en avez. Fait que, où j'en suis? J'ai commencé mon doctorat en 2017, donc 3 années de compléter, mais là, vous savez, avec le COVID, c'est un petit peu compliqué. Là. On a eu 2 sessions qui ont été comme raboutées, si on veut, à la fin de notre parcours parce qu'on a vraiment été... moi, personnellement, j'ai été beaucoup handicapée par la situation du COVID parce que je suis dans le domaine de la santé. Fait que c'est pas évident tout le temps. Donc, 3 années complétées, je commence ma 4e. La particularité du DBA de l'Université de Sherbrooke, pour ceux qui ne connaissent pas le programme, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait un avancement théorique, mais aussi beaucoup dans la pratique. Donc, avant notre examen synthèse, on fait ce qu'on appelle une résidence en entreprise et moi, j'en suis là présentement. Je suis en train de faire mes démarches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut vraiment confronter notre problématique avec le terrain, avec des experts ou en faisant... Normalement, il y a beaucoup d'observations, de la consultation documentaire, ce genre de choses-là. Bon, dû à la COVID, dans mon cas, ça va être plus de l'analyse documentaire et des entrevues semi-dirigées avec des experts. Après ça, ce que je fais en même temps, c'est la rédaction de séminaires qui sont plus axés sur la méthodologie en vue de passer mon examen de synthèse qui devrait être d'ici la fin de l'hiver 2021. C'est vraiment l'objectif parce qu'il faut réaliser notre doctorat dans un certain délai. Puis, donc, le contexte, c'est que vraiment, dans les dernières années, la médecine de précision, la médecine personnalisée, vraiment suscité de l'intérêt, surtout au niveau du développement. Fait que, il y a beaucoup de trucs qui sont développés, des outils, puis des innovations qui sont développées, mais c'est beaucoup axé sur le développement puis le niveau biologique de la chose. Mais pour ce qui est de l'intégration, de la commercialisation, de la gestion des innovations, il y a moins d'investissements qui sont faits à ce niveau-là. Puis, il y a aussi moins de normes, moins de standards. Ça va un peu dans tous les sens. Puis, d'un pays à l'autre, on voit un paquet aussi d'autres normes. Donc, en gros, moi, ma thèse porte sur les PGX, les tests pharmacogénétiques, pharmacogénomiques plus précisément. Ça, en gros, c'est des tests qui permettent de vraiment prendre le bon médicament, puis après ça, de calculer la bonne dose pour votre bagage génétique, génomique à vous, qui vous est propre. Dans le fond, un PGX, pour le vulgariser le plus facilement possible, c'est vraiment comme de choisir le bon morceau de casse-tête quand tu as un casse-tête de 1500 morceaux, puis de prendre le bon morceau puis le mettre à bonne place, puis il fit, puis tout va bien. Ça permet d'éviter des effets secondaires néfastes. Il y a quand même 12 des hospitalisations qui a été estimées au Québec qui sont dues à des effets secondaires à la prise de médicaments. Fait que on pourrait régler ce problème-là. Il y a aussi en oncologie des exemples comme le gène BRCA1, le BRCA2, qui est vraiment un très gros succès dans la pharmacogénétique, pharmacogénomique, qui permet de détecter si telle ou telle chimio va être plus efficace sur telle femme. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendu parler là, dans votre entourage sans savoir vraiment c'est quoi. C'est des grands mots, mais tout ça pour dire qu'on veut le meilleur médicament avec la bonne dose pour vous. Fait que la problématique, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont développées dans les laboratoires. Il y en a très, très peu qui se rendent jusqu'aux bénéficiaires. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais moi, ma thèse, c'est vraiment de trouver ce qui bloque. Parce que ça a vraiment le potentiel de révolutionner les soins et les paradigmes des donneurs de soins, mais on n'en est pas là encore parce que ce qui est développé dans les laboratoires ne se rend pas. Puis il faut qu'on trouve c'est quoi qui bloque dans la phase d'utilisation et la mise en œuvre de ces innovations-là. Fait que ce qu'on veut avec la thèse, c'est le plus possible se diriger de la médecine qui est un peu one size fits all
à une médecine qui est plus personnalisée puis de précision. C'est comprendre les leviers, c'est comprendre aussi les défis, les obstacles à différents niveaux, avec les différentes parties prenantes. Un des gros points de ma thèse, c'est l'implication des parties prenantes parce qu'on se rend compte, bon, autant quand on parle de révolutionner les soins des donneurs de soins, mais il faut que les donneurs de soins adoptent cette technologie-là, ces innovations-là. Donc, quand on parle de résistance au changement, on sait que quand on implique les parties prenantes, c'est un facteur clé de succès. Donc voilà. Bon, questions et objectifs de recherche, je vais essayer de vous résumer ça. En gros, la question, c'est dans le fond, comment on fait pour favoriser l'utilisation des PGX auprès des parties prenantes. Par partie prenante, là, j'ai vraiment utilisé comme la définition de Freeman, qui est une personne ou un groupe de personnes qui pourrait ou qui va influencer, dans le fond, l'écosystème dans lequel il se trouve. Donc, c'est vraiment ça ma base bon, je vais revenir au code conceptuel tantôt, là, mais c'est vraiment ça ma base de ma thèse, c'est vraiment d'intégrer les gens aussi, là. Dans le fond, je fais ma thèse pour, mais avec les gens. Donc, question spécifique, il faut que je définisse comment les PGX sont actuellement utilisés. Après ça, bon, définir, utiliser, comment ils sont valorisés. Ça, pour moi, la valorisation, dans le fond, c'est de passer le cheminement cognitif qui dit que oui, c'est utile, oui, ça m'intéresse, mais je ne l'utilise pas. Fait que la valorisation, parce qu'on constate avec la littérature que les médecins ou les gens qui ont accès au PGX comprennent que c'est une belle affaire, c'est une belle innovation, c'est plein de potentiel, mais ils ne le mettent pas nécessairement en pratique dans leur pratique quotidienne, dans l'application clinique. Fait que, il faut comprendre comment valoriser assez les innovations pour les faire passer de « oui, je comprends que c'est le fun » à « oui, je l'utilise ». Fait que ça, c'est dans les questions spécifiques de recherche. L'objectif principal, c'est vraiment de concevoir un modèle qui va être pragmatique, là, vraiment dans la pratique. Je ne veux pas faire des grandes théories. Moi, ce que je veux, c'est vraiment s'assurer que qu'est-ce qu'on développe soit utilisé. Fait que dans les 3 sous-objectifs de recherche, ça va être d'identifier puis de cartographier les parties prenantes de l'écosystème. Fait que les différentes strates, les liens. Quand je parle d'écosystème, ben, c'est aussi le dynamisme des liens, la légitimité aussi qui sont à ces parties prenantes-là. 3 sous-objectifs. Bon, le deuxième, j'en ai parlé tantôt un peu, les barrières, les facilitateurs. Il y a certaines choses déjà qui ont été soulevées, notamment au niveau du coût des PGX, la couverture des assurances, l'éthique reliée aux biobanques, à la confidentialité des données, l'aspect nouveau de la chose, le manque d'information, le manque d'éducation, les guidelines, les guides d'application clinique qui ne sont pas nécessairement très standards. Donc, ça en est quelques exemples. Puis le troisième, c'est vraiment concevoir le modèle. Pour et avec, ça veut dire qu'on va inclure des parties prenantes qui sont souvent délaissées dans ce domaine-là, qui sont les infirmières et les pharmaciens. Les pharmaciens commencent à susciter de l'intérêt, mais les infirmières, malgré le rôle pivot de l'information qu'ils ont avec les patients, sont souvent un peu mises de côté. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les intégrer le plus possible. Bon, la métho. Bon, la méthodologie. Bon, paradigme interprétativiste. Je m'excuse, mon chat, il pleure. Fait que si vous l'entendez pleurer, c'est normal, mais ça, c'est les joies du télétravail. Tout le monde vit la même chose. Fait que, bon, je vais me reconcentrer. Bon, la méthodologie, depuis le début, je vise à faire du qualitatif avec l'interprétativisme. Mais ça se... Cochon, viens ici. Mon chat s'appelle Cochon parce qu'il mange tout le temps. Fait que c'est ça l'histoire. OK. L'identification, le recensement puis la cartographie des parties prenantes, ça devrait être dans les prochaines étapes après l'examen synthèse. Là, je suis vraiment au stade de confronter ma problématique. Puis, je vais m'appuyer sur des théories comme la typologie de Mitchell et Hall, puis aussi la théorie de Freeman, comme je l'ai dit plus tôt. L'objet du cas, ça serait les PGX. Puis moi, dans le fond, je visais de faire vraiment de la métho à partir de ce que Yin, puis l'étude de cas de Yin avait suggéré.
Sauf que là, ça se peut qu'on réoriente un petit peu ma méthode selon les opportunités qui se présentent. Je vous parle d'un exemple. Bon, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de co-constructivisme qui se fait. J'ai joint récemment l'unité de soutien de stratégie de recherche axée sur le patient. Donc, l'acronyme, c'est le SRAP. Puis, ils travaillent beaucoup en co-constructivisme en impliquant du patient aux professionnels de la santé. Ça fait que ce n'est pas une option qui est exclue. Donc, ça va être à prendre en compte. Mais je suis ouverte à l'idée, mais tu sais, tous les chercheurs le savent, là. Des fois, il faut s'adapter, puis il faut prendre l'opportunité qui passe aussi, parce que c'est pas nécessairement facile là, de ce temps-là. Mais un exclut pas l'autre. Ça va être une mix méthode aussi. On a parlé aussi de peut-être intégrer un petit peu de quanti finalement pour l'identification de certaines choses, puis après ça, les développer plus en qualitatif. Fait que bien souple, la méthodologie dans ma thèse actuellement. Donc, à date, par exemple, les unités d'analyse, ben, on va se concentrer plus sur les professionnels de la santé puis les membres de l'industrie. Puis, le choix final des unités d'analyse, ben, comme je le disais, ça va être selon ce qui est possible de faire. Une des difficultés liées à ma thèse, c'est vraiment qu'en étant en pharmacogénétique et en pharmacogénomique, c'est un domaine d'expertise assez pointu. Donc, le recrutement est difficile. C'est des gens qui sont extrêmement occupés. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec des clientèles comme les médecins ou les pharmaciens, ils donnent déjà beaucoup dans la recherche. Fait que quand tu es sollicité pour une de plus, puis tu n'as pas une question de timing comme une pandémie mondiale, ben ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile. Donc, ça va être à date, c'est des entrevues semi-dirigées. Puis après ça, ben, on verra avec le contexte comment ça évolue. Bon, le cadre conceptuel est amené à changer, mais à date, c'est vraiment les théories sur la gestion de l'innovation, les parties prenantes et la valorisation. C'est difficile de se concentrer juste sur quelques concepts parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui pourraient être utilisés. Là. Puis, mais à date, dans la gestion de l'innovation, on a tout ce qui est écosystème, perspective systémique. C'est pas juste regarder le bénéficiaire final, mais vraiment d'inclure toute la chaîne de personnes qui sont impliquées, d'où Anne-Mère. Anne-Mère a vraiment cette vision-là holistique du processus qui dit qu'il ne faut pas juste penser au bénéficiaire final, il faut vraiment impliquer tout le monde. Donc, nature et type d'innovation. Il y a beaucoup de littérature aussi qui sort dans ce domaine-là. Au début, mettons, j'ai commencé ma thèse de 3 ans. Là, 3 ans, j'avais peu de littérature, puis j'avais la littérature de 2007, 2010, max 2012. Puis là, ça sort en ce moment vraiment beaucoup. Donc, la nature et le type d'innovation vont certainement cheminer. Puis d'un auteur à l'autre, le point de vue change aussi par rapport au contexte social, puis culturel, politique, puis économique de la chose. Je prends juste le Canada ou les États-Unis, on n'a pas du tout le même système de santé, donc pas les mêmes instances de gestion des trucs à approuver. Comme Santé Canada et la FDA, c'est pas toute la même affaire. Là. Donc ça joue aussi beaucoup sur comment que le type d'innovation est perçu par les utilisateurs. Bon, la valorisation, j'ai parlé des barrières, des leviers, de l'adoption, de l'intégration, l'inclusion des parties prenantes. Il y a des études qui commencent à sortir sur les facteurs contextuels, individuels puis démographiques. À savoir si je suis éduquée, ça change-tu quelque chose? Je dois être plus ouvert aux tests pharmacogénomiques. Si je suis quelqu'un qui est très aisé financièrement, bien, c'est clair que le coût, ça va me déranger moins pour investir dans ma santé. C'est toutes des choses comme ça. Les enjeux au niveau de l'éthique aussi, c'est un domaine qui est en pleine explosion. Là, au niveau philosophique, là, il y a des cours maintenant bioéthiques vraiment poussés puis qui abordent ce sujet-là au niveau des biobanques. Puis, bon, on ne peut pas mettre ça de côté. C'est pas une thèse en éthique que je fais, là. Il ne faut juste pas que je m'y perde parce que tout est intéressant, là, mais... Cochon, arrête, là! Ici, là. Au niveau des parties prenantes, ben je sais qu'il y a plusieurs auteurs, mais pour moi, je suis allée avec les références aussi un peu. Donc, voilà. Ça a tombé dans la grosse théorie aujourd'hui, là. Bon, les contributions. Théoriques managériales, mais si je résume ça, en gros,
Oui, Hey, Julie, oui, je t'arrête, là, excuse-moi. Peut-être que tu le parlais au début, mais là, je gérais des admissions dans la salle et tout ça. OK. Parce que là, tu parles beaucoup des PGX. Fait Oui, que j'ai peut-être manqué, là, c'était quoi un PGX? oui. Un PGX, c'est un test pharmacogénétique ou pharmacogénomique. Ah, OK. OK. Ça, dans le fond, je vais répéter s'il y a d'autres gens qui se sont joints à nous, là. Le test pharmacogénétique ou pharmacogénomique, il permet, en gros, de trouver le bon médicament pour toi avec le bon dosage, pour ton bagage génétique à toi. Ce que ça fait, c'est que ça réduit le taux d'admission dans les hôpitaux pour les effets secondaires. Mhm. Les gens restent hospitalisés moins longtemps, le traitement est plus efficace. Et dans le fond, La c'est vraiment chirurgie- comme comment je peux dire, une technologie, une innovation qui va viser à cibler exactement pour chaque personne le bon traitement. les bons traitements. OK. Le PGX, on dit test pharmacogénétique ou pharmacogénomique parce que aussi, ça, j'ai oublié de le spécifier au début, il y a vraiment un manque quand on fait la traduction de l'anglais au français. C'est très, très interchangeable comme terme, alors que c'est pas supposé de l'être. Pharmacogénétique, pharmacogénomique, c'est différent, mais même les experts, j'ai parlé à une généticienne qui est experte là-dedans, elle dit, tu sais, pharmacogénétique, pharmacogénomique, il y a des distinctions, mais même nous autres, les experts, on prend PGX comme terme parce que dans la littérature, tout le monde se trompe anyway. Que l'abréviation, elle englobe tout ça, puis on n'a pas besoin de préciser. Ben, les grands experts, oui. Entre eux autres, ils comprennent les différences, mais tu sais, moi, c'est clair que j'ai pas fait un bac non plus en biologie bien avancée, là. Tu sais, j'ai eu des cours de biologie quand j'étais en sciences de la nature, puis j'ai un grand intérêt pour le monde de la médecine. Mais là, de commencer à faire la distinction, tout ça, oui, j'ai défini pour ma thèse, là, mais là, par cœur, dans toutes les nuances, je ne vais pas prétendre que quand je ne relis pas un petit peu d'avance, je ne sais pas toutes les différences. C'est bon. Fait que. Continue. Fait que les contributions théoriques et managériales, c'est deux exigences aussi du DBA. Quand je disais tantôt, il faut avancer les connaissances théoriques, mais aussi pratiques. Donc, concevoir le modèle, répondre qualitativement, parce qu'il y a beaucoup d'études dans ce domaine-là, vu que c'est du le fameux débat, le hard science, soft science, là, mais c'est vrai qu'en sciences pures, on a beaucoup d'études quantitatives par rapport en qualitatif. Ça tend à vouloir changer parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin pour ça. Mais un des grands qui a contribué à la littérature, qui est Coury dans ce domaine-là, il dit qu'il y a seulement 3 des études qui sont faites dans le qualitatif dans ce domaine-là. Fait que, ça démontre le besoin qu'il y a d'approfondir certains points. Contribution managériale, bien, encore le modèle, ça répond comme aux deux besoins. Un plan de valorisation, c'est, comme je disais tantôt, pour la valorisation, de passer à la compréhension utile à oui, je vais le faire. Tu sais, comme le Génome Québec ont décidé de faire une petite formation sur la pharmacogénétique, pharmacogénomique pour essayer d'éduquer les médecins à ce que c'est. Parce que là, concrètement, il y a beaucoup de médecins qui. Il y a des études qui sortent qu'à 80-83 ils disent tout, oui, on est conscient que ça va changer nos pratiques, mais il y en a 83 qui affirment que ça va changer leurs besoins et leur façon de pratiquer, mais 80 qui se disent pas nécessairement assez compétents pour interpréter les études et l'information qui vient avec ça. Il y a comme un gros gap là, à remplir. Émettre des recommandations pour optimiser l'utilisation des écosystèmes, des ressources dans les écosystèmes. Si on se rend compte plus tard, qu'il y a un pattern qui fonctionne vraiment bien pour l'implanter, il y a des projets pilotes qui sont en cours. Si on les compare, qu'on regarde un peu ce qui se passe, ben, on va peut-être être capable de trouver c'est quoi les facteurs clés de succès, pourquoi un marche mieux que l'autre. L'affaire qui arrive au Québec, dans notre système de santé, c'est que des fois, il y a des CIUS qui partent des projets un peu partout, chacun indépendamment un de l'autre. On n'a pas nécessairement de comparatif. Fait que, bon, ça va être à voir, mais là, c'est clair que le contexte actuel n'aide pas non plus à aller dans les hôpitaux pour voir comment ça se passe. On verra comment on s'oriente pour la suite. Proposer des résultats plus facilement transférables, car non limités à un PGX précis. Ce que je voulais dire par là, c'est que parfois, il y a les firmes pharmaceutiques qui développent les fameux tests, font des études, mais juste pour leurs tests à eux.
sais, moi, je prends l'ensemble de ce que j'ai comme information par rapport au PGX globalement et non un précis comme exemple, celui du gène du cancer du sang. Fait que ça. Bon, l'importance du projet, c'est vraiment d'intégrer des parties prenantes qui ont été négligées depuis dans d'autres études, puis qui ont des rôles super importants dans la diffusion, la transmission, l'interprétation de l'information, puis aussi de l'accompagnement émotionnel et tout ça. Adoption d'une perspective écosystémique où toutes les parties prenantes seront considérées. Donc, on le sait qu'il y a une tendance à plus faire du top-down, qu'on veut, un peu comme Christensen dit, il faut que ça vienne de la population, puis après ça, que ça monte. Fait qu'on est vraiment dans cette perspective-là. Mais aussi, en recensant les parties prenantes avec une cartographie, puis établir les liens, puis la légitimité, puis l'importance de tous et chacun. Je ne dis pas que ça va être parfait, là, parce qu'il y en a à tabarouette des parties prenantes, mais en les considérant, peut-être qu'on peut raccourcir certaines choses et adapter les outils aux bonnes personnes aussi. Bon, la conclusion, merci au CIRS. Merci Daniel d'avoir pensé à moi pour l'activité des séminaires midi. Aussi, j'ai la chance que mes recherches soient financées par le FRQC. FRQSC, excusez, je manquais une lettre. Donc, ça. Puis, récemment, j'ai été ajoutée aussi au SRAP. Puis, c'est une belle opportunité pour moi aussi. Ils sont en lien. Ils ont décidé d'intégrer des boursiers à leur unité stratégique du FRQSC. Puis, alors qu'avant, il y avait principalement des gens dans la santé. Donc, là, ils ont décidé d'intégrer un peu des sciences sociales à leur truc. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis, c'est ça. Fait que je vais prendre les questions s'il y en a. Merci. Tiens, je vais te stop sharing. Ah, c'est bon, ça. À moins que quelqu'un y veuille voir une autre diapo. Je vais laisser la parole aux gens qui sont là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Julie? Si vous réussissez à ouvrir mon micro, là, je ne sais pas. Richard Gelino, non, j'ai pas de questions jusqu'à date. J'arrive pas à mettre ma caméra à on, ça vous ne me voyez pas. Merci. J'ai bien essayé, je ne sais pas. Ben non, c'est correct. Ça ne marche pas. Moi, j'en ai une question, Julie. J'en ai quelques-unes, mais tu parlais un peu des difficultés que tu avais à cause de la COVID, là, de faire ton terrain, au fond. Là, est-ce que c'est réglé? Comment tu t'organises? Est-ce que ça a modifié même ton sujet ou ta méthode? OK. Bonne question. Ça a été extrêmement compliqué pour moi parce que je suis dans le domaine de la santé. Fait que, tu sais, la priorité en ce moment, c'est pas d'aider les recherches pour le futur, hein? On est beaucoup dans le moment présent. L'Université de Sherbrooke, au niveau des professeurs Saint-Hilaire était là, j'ai tiré mon chapeau. C'est notre nouvelle directrice du DBA a vraiment été là pour appuyer les étudiants. Puis ils ont vraiment ouvert la discussion avec les étudiants, savoir nos besoins et tout ça. Mes problèmes ne sont pas tout à fait réglés. Moi, j'enseignais cet été aussi, fait que j'ai eu à m'adapter. J'enseignais cet hiver, quand on a fait de la transition avec la pandémie. En plus, on a été en grève jusqu'au 12 mars. Après ça, il y a eu le lockdown le 13. J'avais des étudiants internationaux. J'ai eu beaucoup de complications. Cet été, j'enseignais en ligne, en plus de faire des démarches pour ma résidence, pour mon projet doctoral. J'ai commencé à la mi-juillet et ça s'est confirmé comme là, 10 jours à peu près. Là. C'est vraiment compliqué. Puis j'aurais aimé faire à peu près 5 entrevues pour confronter ma problématique. Actuellement, j'en ai 2 de cédulés. Puis j'avais des partenaires qui étaient très, très intéressés au début, qui se sont finalement retirés par manque de temps et de ressources. Mm-hmm. J'en ai aussi qui avaient de l'intérêt, qui ont dit qu'ils me reviendraient, qui ne me sont pas revenus. Tu sais, des fois, je sais que c'est pas par manque de volonté, puis c'est pas parce que le projet n'est pas intéressant. Mais ça a été vraiment décourageant. Là. Je ne vous cacherai pas que, tu sais, avec les deadlines qui approchent, tu te dis, c'est correct, il fait beau dehors, j'en profite, mais tu sais... parce qu'à un moment donné, il faut quand même que ça avance. Là. Ouais, au niveau de la méthodologie. Il faut surtout que ça se finisse aussi à un moment donné. Oui, tout le monde dit une bonne thèse, c'est une thèse qui est finie. Là. Ouais. Mais, tu sais, comme moi, l'examen synthèse, je veux vraiment le réaliser avant la fin de l'hiver 2021.
Puis avec les délais, tout ça, je vais arriver serré, c'est certain. Là, on n'aura pas une grosse période du temps des fêtes, là, que comme je vais la mettre à profit le plus possible aussi. Pour ce qui est de la méthodologie, c'est clair que ça change à peu près. Tu sais, quand tu fais des entrevues semi-dirigées avec tes participants, tu es en face de toi, il y a toute la notion du non-verbal, de la réaction physique. Tu sais, quand on est assis derrière une chaise d'ordi, on est un peu plus dans un cadre... À moins qu'on pose une question qui choque vraiment beaucoup, le non-verbal ne va pas être autant là. Les problèmes de technologie, moi, j'habite à Saint-Norbert d'Arthabasca. Fait que ça vous donne une idée de la haute vitesse, hein? J'ai un choix de distributeur, puis des fois, ils ne collaborent pas bien. Là, ça marche bien. Ouais, mais je me suis mis à côté du routeur. Mais tu sais, je prends le risque que mon perroquet peut partir à crier n'importe quand. Fait tu sais, comme le chaudement de la porte, ou tu sais, ces genres de choses-là, pour moi, ça me dérange beaucoup. Au niveau de la méthode, je suis pas quelqu'un qui est très casé. Je suis pas très dans le quantitatif. Mais tu sais, je suis prête à explorer cette partie-là parce que je vois qu'il y a quand même un certain besoin puis une ouverture dans ma thèse. Le co-constructivisme, ça m'a toujours intéressée, sauf que j'avais toujours la notion que c'était très dans le long terme aussi, le co-constructivisme, pour vraiment voir la chose se construire devant nous, puis après ça, le avant, le pendant et le après. Fait que je suis pas fermée à rien, puis je me rends compte que le constructivisme, ça n'a pas besoin d'être sur 10 ans non plus tout le temps, là. Fait que, tu sais, au niveau de ma méthodologie va sûrement changer, va sûrement évoluer, puis je pense que comme doctorant actuellement ou comme chercheur, qu'on soit de maîtrise ou chercheur senior, je pense que tout le monde fait face à la notion d'adaptabilité. Là, tu t'adaptes ou tu crèves, là, c'est pas mal ça. C'est cru, mais quelqu'un qui est très, très rigide en ce moment ne survit pas dans ce cadre-là. Un doctorat, c'est déjà assez stressant comme ça. Pandémie mondiale par-dessus. Moi, toute ma famille travaille dans le domaine de la santé. Fait que tu dis, ouais, on va gérer les affaires comme qu'ils viennent, là. Quand tu parles de co-constructivisme, là, je connais vraiment rien là-dedans, là, mais ça donne que j'ai lu récemment un texte là, sur justement des méthodes de recherche en médecine, entre autres, là, puis il parlait de la recherche translationnelle, ça se peut-tu? C'est-à-dire que où le patient est comme impliqué dans le processus de recherche là, pour, entre autres, ce que je comprends, c'est des différents types de traitements ou des nouvelles opérations, ou, etc., etc. Ouais. Est-ce que c'est un peu de ça dont tu parles quand tu parles de co-constructivisme? Et ma sous-question, est-ce que toi, dans le fond, est-ce que tu évalues ce mode de recherche-là? Est-ce que tu poses un regard critique un peu sur ce mode de recherche-là? Je ne dis pas que tu veux le critiquer, là, mais est-ce que tu évalues le mode de recherche co-constructiviste pour voir si pour les PGX, ça fonctionne bien puis ça permet une meilleure comme je disais, acceptation de l'innovation ou si toi tu tentais à essayer de trouver des solutions dans le fond pour que ces thérapies-là ou cette médecine de précision-là soit plus efficace ou plus diffusée, ou etc. Ben, bonne question. Dans mon cas, un implique l'autre. Pourquoi? Parce que mon partenaire actuellement, c'est le SRAP. Puis le SRAP, ils font beaucoup de recherches avec des patients. C'est pas ce qu'on voit dans le domaine de la médecine ou des sciences, dans le domaine de la santé, c'est qu'on décide une pathologie, exemple, ou un département. Je vais travailler en oncologie. OK, actuellement, on a un groupe de patients qui ont je dis n'importe quoi, qu'on travaille sur un PGX pour la prostate. Ils sont prêts à s'impliquer. Mais le SRAP, c'est ça leur job à eux autres, dans le fond. Puis ils travaillent beaucoup avec justement l'UQAM, puis l'Université de Montréal. Je confonds toujours les deux, là, le logo ou la couleur, puis tout. Là. En tout cas, c'est limité. Ils ont les mêmes couleurs, c'est bleu. Parce qu'ils travaillent avec beaucoup d'universités partenaires. Il y a McGill aussi qui est impliqué, mais tu sais, ils ont vraiment une grosse banque de patients qui sont impliqués, puis de professionnels de la santé. Mais ce qui est le fun avec les patients, c'est que, tu sais, moi, j'étais comme, comment que les gens sont des patients, comment qu'on peut les impliquer s'ils n'ont eu aucune notion de c'est quoi faire de la recherche en sciences sociales. Puis à ma grande surprise, et un peu tristement, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont détenteurs de PhD, puis de maîtrise, puis de MSc, puis qui veulent s'impliquer parce que justement, ils considèrent l'importance de cette recherche-là.
Puis il y a même des patients qui, suite à leur expérience, comme patients, chercheurs, co-chercheurs ou comme patients impliqués dans l'unité de recherche, ont décidé de faire des doctorats ou des maîtrises, puis qui sont impliqués avec le SRAP habituellement. Fait que, tu sais, j'exclus vraiment pas de m'orienter là-dessus. Si je porte un jugement là-dessus, ben, un peu par la bande, parce que vu que je suis impliquée avec le SRAP, c'est clair que s'ils me rendent un peu dans un groupe de recherche axé sur une pathologie qui ont déjà une unité de fait, ben, j'aurais comme pas le choix de regarder c'est quoi le co-constructivisme, si ça a des résultats ou pas. Si l'intégration des PGX doit passer par le co-constructivisme, ça, c'est d'autres choses. Parce qu'il y a d'autres façons en gestion aussi d'impliquer des protocoles. Il y a des choses très, très cliniques qui se font top-down encore et qui fonctionnent très bien. Mais il y a beaucoup d'études qui nous montrent que la participation patient dans leurs soins, dans leur plan de traitement, c'est un gros facteur clé de succès. Puis, tu sais, il faut arrêter un peu de prendre les patients. Tu sais, je ne dis pas que c'est tout le monde qui a envie de s'interroger à comment, de façon cellulaire, ça se passe dans notre corps, mais il y a des gens qui ont des réels intérêts. Puis, je pense qu'on développe les bons outils. Bien, ça peut être très faisable de passer par ça. Mais entre la critique de c'est quoi le co-constructivisme versus juste amener des solutions, moi, je pense qu'un exclut pas l'autre, mais je t'avouerais, je ne suis pas assez loin dans ma thèse pour répondre à ça à 100%. Parce que j'imagine la ligne est mince dans ce cas-là, Ah, entre chercheur puis consultant, au fond, tu sais. Est-ce que tu es confronté ouais. à ce problème-là quand tu es avec les gens avec qui tu travailles? C'est-à-dire qu'ils pensent que tu arrives là puis tu vas leur proposer toutes les solutions qu'ils veulent, mais tandis que toi, tu as une position beaucoup plus, comment je peux dire, j'interprète ce que je comprends, là, mais Ouais. une position un peu plus surplombante, là, c'est-à-dire, moi, j'observe comment vous marchez, puis ça se peut bien que mes conclusions soient que ça ne marche pas pantoute, tu sais. Ah ouais, c'est totalement pas exclu. Puis c'est vrai que la ligne est mince, pareil pour un consultant, puis à l'autre extrême, avec quelqu'un qui pense qu'en se tenant les mains à tout le monde, puis en travaillant ensemble, ça fonctionne tout le temps à 100%, puis en chantant Kumbaya. C'est pas ça, là. T'sais, il faut... Moi, je veux travailler pour et avec les parties prenantes, mais il faut que les parties prenantes aient un intérêt. Il faut que ça soit réciproque. Puis, même si tout le monde... Ça, c'est l'autre partie, la valorisation. Pourquoi c'est si important pour moi, la création de valeur. Je n'ai pas marqué création de valeur parce que création de valeur, là, tu sais, oui, comme je disais tantôt, les professionnels, ils comprennent que c'est bon, ils comprennent la bébite un peu, ils savent que c'est important, mais ils ne l'utilisent pas. Fait que la création de valeur est déjà là, mais comment tu fais pour les faire passer à l'action, tu sais? Fait que, non, il y a en masse de stock. Je pense qu'on pourrait faire 3 thèses, là, mais tu sais, on va m'en tenir à une. Tu feras des post-docs après. Oh, on verra. Commencer par le doctorat, on verra après. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle? Moi, je vais juste vous saluer d'abord parce que je m'excuse, j'ai eu un problème technique. Alors, je suis arrivée à la fin. Je suis incapable de poser des questions intelligentes. On l'enregistre, on va mettre ça sur le site du CIRS, que vous pourrez regarder par la suite. Il n'y a pas de problème. Au moins, Hélène m'a aidé. Tu es très gentille pour m'aider à régler le problème. Je trouve ça intéressant ce que j'ai entendu, mais c'est vraiment la toute fin. Par contre, je pourrais juste vous donner un exemple sur la question de Daniel. J'ai dirigé la Fondation du cancer du sein du Québec pendant 5 ans et on a fait un projet avec des patientes qui atteignent de cancer du sein métastatique et des compagnies pharmaceutiques. Au départ, je dois avouer que les compagnies étaient peut-être, ils sont venus parce qu'ils sont volontaires, ils étaient peut-être pas certaines de l'apport des patientes dans leur réflexion stratégique. Et à la fin, il s'est avéré que c'était extrêmement pertinent. Puis je vais vous donner un exemple concret. Entre autres, aujourd'hui, les médicaments ont tellement progressé que les patientes qui avaient une chance de survie de 2-3 ans ont maintenant des chances de survie qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Puis on a vu des cas de 15 ans. Alors que les protocoles de recherche clinique étaient seulement pour ce qu'on appelle 3 rondes. Donc, ces patientes-là étaient aujourd'hui actuellement déjà avec leur 5e chimiothérapie, puis des fois plus. Donc, ils étaient totalement exclus des protocoles de recherche, donc des nouvelles thérapies qui pouvaient leur donner plus de chances de survie, ce qui faisait absolument aucun sens. L'autre chose sur laquelle les compagnies, puis on a réussi à asseoir 3 compagnies pharmaceutiques dans la même salle pour travailler avec 5 patients,
c'était la capacité de faire la part des choses entre est-ce que les effets secondaires. Donc, pour eux, les effets secondaires étaient, par exemple, ça pouvait être, on privilégie la cardiotoxicité au détriment peut-être des douleurs neuropathiques et tout ça. Tandis que si on vit 15 ans avec des douleurs neuropathiques, ça veut dire que ta qualité de vie pendant 15 ans est à peu près nulle. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qui changent et qui font en sorte que la part du patient, comme quelqu'un qui le vit au quotidien, peut avoir une certaine valeur. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué aussi que les patients ne prennent pas seulement leur point de vue. Hein? Donc, tu sais, moi, je souffre, puis c'est ma réalité, puis ma réalité est transférable à tout le monde. Mais bien géré, je pense que ça peut avoir beaucoup de valeur. Mais c'est ça que le SRAP a amené, parce que le SRAP aussi nous donne des formations sur la méthodologie incluant le patient. Puis, tu sais, comme une des questions qui a été soulevée dès le départ, c'est la question de la compétence en recherche. Dans le fond, eux autres, ils ont développé une compétence dans leur propre pathologie, tu sais. Ce que vous parlez, l'expérientiel, le vivre quotidiennement pendant, je ne sais pas, dépendamment de la pathologie. Tu sais, le cancer du sein, c'est un cancer qui récidive quand même assez souvent. Ou qui est génétiquement assez. Quand tu en as dans ta famille du cancer du sein, ben, tu es à surveiller tout le temps. Là, fait que, il y a tout cet aspect-là de l'expérientiel aussi. Si moi, c'est tout au niveau aussi de l'enjeu éthique, si moi, je passe un test, puis j'ai une probabilité de 80% de développer cette pathologie-là, ce cancer du sein-là, ben, je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête toute ma vie. Qu'est-ce que ça crée comme effet chez moi? Cette expérientielle-là, comme un peu il l'appelle dans le SRAP, la compétence expérientielle. Moi, comme chercheur, ben, je n'ai pas le cancer du sein. Fait que, je ne le vis pas à tous les jours. Fait que, de le transmettre dans des mots puis d'aller chercher des perspectives. Comme on parlait, mettons, de la priorisation des effets secondaires, mettons, une toxicité au niveau cardiologique, au niveau du cœur versus des douleurs neuropathiques, ben c'est vrai que c'est pas la même game, mais tu sais, si on est capable de traiter un ou l'autre, contrer l'effet secondaire avec un autre médicament, ben, on va peut-être essayer de jouer au niveau moléculaire dans le médicament, sa molécule active, pour prioriser un ou l'autre aussi. Je pense que cette expérience-là, oui, ça complique vraiment beaucoup les choses, mais ça met une grande richesse. Ce qui rend compliqué aussi, c'est avec l'éthique. Tout ce qui est la demande de certificat éthique, là, quand on implique des patients, c'est pas juste solliciter l'avis d'experts, parce que cette expertise-là n'est pas reconnue. Cette compétence expérientielle-là n'est pas nécessairement reconnue auprès des comités d'éthique tout le temps. Là. Fait que c'est plus dur à défendre, je pense, un peu aussi. Là. C'est plus de paperasse, mais je pense que ça vaut la peine au bout du compte. Mais c'est super intéressant, en plus de réussir à dire 3 compagnies pharmaceutiques différentes autour d'un même table. Bravo, juste pour ça, ça... Oui, j'avoue. Puis ils ont été extrêmement volontaires. Ils sont venus pendant des mois. Ça n'a pas été... tu sais, on a fait une recherche à l'interne, là. Et ça a été très long et ils ont été assidus, ils ont pris des notes, ils étaient contents. Il s'est créé vraiment quelque chose qui va donner des résultats. Mais je pense qu'on est beaucoup aussi dans une grande, grande transformation. Puis votre recherche est tellement pertinente parce qu'une des choses les plus importantes, c'est comment on prépare le terrain à accueillir l'innovation. Moi, je l'ai vécu pendant 5 ans. Et ma plus grande frustration, ça a été ça. Ça a été à la fois de voir des gens souffrir, mourir, puis de savoir que de l'autre côté, on faisait de la recherche, on avait les connaissances et tout, les technologies étaient développées et on aurait pu les sauver. Puis de l'autre côté, ce n'était pas intégré dans le système de santé, puis personne ne sentait non plus l'urgence de le faire. Et quand on est vraiment en lien très étroit avec les patients, parce que c'était notre cas, c'est très terriblement difficile. Ça finit par être assez éprouvant de constamment voir qu'on peut les aider juste seulement avec une certaine limite. C'était ma prochaine question, parce que on a l'impression que le milieu de la médecine est quand même assez à l'avant-plan des technologies, c'est-à-dire, bon, on a tous fait l'expérience au moins une fois dans notre vie ou quelqu'un qui nous est proche d'une des grosses machines utilisées en médecine, etc. Là, on a l'impression que les hôpitaux, ce sont les lieux où la technologie de haute précision est peut-être la plus utilisée et la plus accueillie, au fond. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a
est-ce qu'il y a des freins, si on veut, à l'acceptation de l'innovation en médecine? D'un côté, il y a les pharmaceutiques et puis les grandes compagnies là, de technologie qui développent des trucs. C'est où que ça freine, au fond? Là? Est-ce que c'est les patients qui refusent, les médecins qui n'ont pas le temps de se former pour utiliser ces nouvelles innovations-là? Ça coûte trop cher? C'est où les freins là, de... Julie, est-ce que vous voulez répondre? C'est votre présentation, mais après, je pourrais compléter. Je vais commencer, mais il y a tellement de choses dans ce que tu viens de dire, Daniel. Madame Tremblay m'aidera à compléter, là, mais est-ce que ça passe par le public ou si ça passe par le privé? Grande question. Le privé pousse sur des affaires différentes que le public. Tu sais, le public, on a un paquet de ressources pour un paquet de gens qui vient aussi de l'argent des contribuables. Dans le privé, si tu as des assurances, des fois, tu peux te faire... c'est encore très dur au niveau des assurances, la reconnaissance de ces tests-là. Mais tu sais, si on prend biogénique, exemple, il y a des avancements qui sont faits au niveau du TDAH. On va tester un enfant, savoir s'il va mieux réagir avec tel ou tel médicament. Puis ça marche. Puis tu sais, moi, j'en ai pas d'enfant, puis j'ai surtout pas d'enfant TDAH parce que je suis pas parent, mais j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge qui se posent la question, est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il l'est pas? Tu sais, on parle aussi de la surprescription avec les médecins par rapport à... Les parents débarquent dans le bureau puis mettent de la pression sur les médecins pour qu'ils prescrivent de quoi pour calmer les enfants parce qu'ils n'ont plus envie de s'en occuper. Puis là, en plus, dans la période qu'on est là, même si tu es un bon parent puis tu es un bon parent patient, écoute, tes enfants, là, tu les as tout le temps à la maison, là, ils ont un nez qui coule, ben, ils peuvent plus aller à l'école. Fait que, tu sais, d'avoir la solution à je vais payer, je vais passer un test, je vais avoir un médicament qui fonctionne immédiatement. Il n'y aura pas d'aller-retour émotionnel aussi avec l'enfant. Déjà, faire prendre la médication à un enfant, c'est quelque chose qui est éprouvant pour un parent. Des fois, il y en a qui sont contents d'en donner aux enfants aussi. Mais de ne pas jouer avec cet aller-retour-là. Il y a des parents qui sont prêts à débourser pour ça. Aux États-Unis, là, les PGX, c'est beaucoup plus avancé. Mais aux États-Unis, on est beaucoup plus dans le privé que dans le public aussi. Donc, est-ce que le public est un frein nécessaire? Là? Parce que là, je t'écoute puis j'ai pas du tout envie que tout le monde ait des assurances qui se mettent à aller chercher des médicaments dont ils n'ont pas besoin, juste parce qu'ils payent, au fond. Non, mais le taux de prescription pour la médication du genre Ritalin ou pas les donc j'oublie tout le temps le nom, mais tu sais, je veux dire, il y a des... on a beaucoup parlé du Ritalin dans les dernières années, comment c'est surprescrit, puis tu vas voir un médecin, il va te dire quelque chose, tu vas aller voir un autre médecin, il va te dire d'autres choses. Cette variabilité-là, tu sais, avec un PGX, tu passes un test, puis c'est tout, là, tu sais, toute ta réponse. Sauf que le public, c'est pas sa priorité. Le BRCA1, le BRCA2, comme on a parlé avec Mme Tremblay tantôt avec la Fondation du cancer du sein, c'est clair que vous êtes au courant, c'est quoi, là? C'est une des plus belles histoires à succès de la pharmacogénétique ou de la pharmacogénomique. Mais c'est-tu plus prioritaire pour le public de traiter du cancer versus un TDAH? T'sais, la ressource est limitée dans le public, fait qu'on y va par priorité. Mais actuellement, le domaine où ça progresse le plus vite, c'est l'oncologie, justement pour ces raisons-là. Parce que c'est plate, un TDAH, mais tu es capable de vivre avec un cancer, ça peut te tuer. Fait, il y a tout cet aspect-là. Là, les autres questions que tu as amenées sont où les freins? Pourquoi qu'on les a pas alors qu'elles sont disponibles? Il y a toute la question des institutions, puis du lobbying, puis du pharmaceutique aussi. Tantôt, j'ai parlé des guides d'application clinique. Il n'y a pas de standardisation. Fait que, tu sais, pour un professionnel de la santé qui dit, tu vas dire, OK, il y a un nouveau médicament, le format qu'il reçoit n'est jamais le même. Fait que, tu sais, c'est plus difficile de décoder et d'interpréter la bonne information. Puis souvent, elle n'est pas pré-mâchée. Elle n'est pas intégrée dans les outils non plus nécessairement de dossier électronique. Tu sais, le dossier électronique a vraiment fait un bond gigantesque dans les 2 dernières années au Canada. C'est pas réglé encore. Mais on le voit que l'innovation, ça peut aller vite là, avec la COVID. Là. Tu sais, quand tout le monde travaille ensemble avec des données ouvertes, dans l'innovation ouverte, qu'on partage, qu'on découvre, ça va aller beaucoup plus vite. Là, il y a aussi une course à... Il y a beaucoup d'argent qui est engendré dans la R&D, moins dans la gestion après. Sauf que quand tu mets tellement d'argent en R&D, tu n'as pas envie nécessairement de partager ça avec ton voisin pour qu'après ça, on se met tout ensemble puis ça va plus vite puis on va commercialiser quelque chose pour la population en général. Fait que, tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi. Là, les autres aspects de ta question ne me reviennent pas nécessairement. Tu peux-tu me rappeler tout est... Ah, il y a tout... OK, l'éducation. L'éducation. Dans les cursus universitaires actuellement en médecine,
je pense qu'ils ont 3 ou 6 heures de formation sur la pharmaco et la pharmacogénomique. Pas gros, là. Pour savoir donner une interprétation juste, c'est pas assez. Fait que le médecin, je prends les médecins de famille, ils ont 25 heures par année de formation obligatoire, mais tu sais, la formation Génome Québec, je crois que c'était 2 heures, mais tu sais, ça, c'était il y a 2 ans. Moi, j'ai pas vu d'autres trucs passer depuis. Là, actuellement, il y a des études qui sortent qui disent que les pharmaciens seraient plus compétents pour interpréter la chose que les médecins de famille, mais que pour la population, ça serait plus... Ça serait voyons, je recommence ma phrase, il manquait des voyelles. Ça serait plus rassurant que ça viendrait du médecin de famille versus le pharmacien parce qu'ils se disent que le pharmacien, il est payé pour te vendre des pilules. Ben, il y a une notion de confiance aussi entre le public et les professionnels de la santé versus les pharmaceutiques, versus les médecins de famille qui ne se sentent pas nécessairement super compétents pour le faire non plus. Bon, la solution, c'est quoi? L'éducation, la formation, mais c'est surtout de tout leur mâcher tout près dans la bouche, l'intégrer au dossier médical, tant qu'à moi. Là. Je connais un médecin de famille, elle leur m'a emmené une feuille d'une compagnie privée du Québec. Elle reçoit ça dans sa boîte de courriel, mais c'est un one-pager, mais un one-pager pas expliqué. Ça donne rien de faire ça. Là. La prochaine fois que la compagnie va renvoyer un one-pager, ben, le médecin ne prendra pas le temps de le lire. L'information n'est pas claire. Puis sur les trucs de médicaments, il y a, je pense, 200 médicaments qui ont été homologués dans la dernière année aux États-Unis. Il y avait la mention PGX, mais ce n'était pas expliqué. Fait que, tu sais, l'information, il faut que tu la cherches, tu ne vas pas l'assimiler. Là. C'est déjà, ils comprennent déjà que c'est important et que ça vaut la peine, mais ils n'ont pas le temps d'aller chercher l'information. Fait qu'il faut leur ramener l'information, il faut qu'elle soit pré-mâchée, il faut qu'elle soit claire, concise. Il faut qu'ils soient capables d'interpréter aussi. Là. Mais ça passe clairement aussi par l'éducation au niveau du cursus universitaire. Ça, c'est quelque chose que je me suis promis de faire, de tout décortiquer ça. Mais c'est ça, une étape à la fois. Madame Tremblay, qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, moi, j'ajouterais 2 choses. On parle plutôt du côté médicament. Il y a aussi le côté tout technologique, hein, l'intégration des nouvelles technologies. Dans le milieu de santé, particulièrement un des goulots d'étranglement, c'est pas le seul, là, mais un des goulots, c'est l'approvisionnement. L'approvisionnement est très, très réglementé et au plus bas soumissionnaire. Donc, quand on arrive à développer une technologie, souvent, on va arriver à faire le pilote dans l'hôpital, mais une fois que le pilote est fait et puis qu'ils ont donné de leur côté du temps, autant du côté médical que du côté, ça pourrait être une start-up ou ça pourrait être une entreprise qui teste sa nouvelle technologie, elle passe rarement du côté de l'approvisionnement pour une application à plus long terme. Donc ça, c'est une des choses qui est reconnue par le gouvernement puis par tous les intervenants, mais ça doit passer par une nouvelle réglementation. Ça, c'est une chose. L'autre chose, Julie l'a souligné, c'est la capacité de mesurer son risque aussi. Quand on utilise soit une nouvelle technologie, soit un nouveau médicament ou une nouvelle façon de faire sur laquelle on n'a pas la compétence comme la médecine de précision, d'évaluer le risque qu'on prend pour les patients. C'est quand même nous qui avons la responsabilité quand on est médecin. Donc, ça aussi, ça va faire partie des choses qu'il faut absolument mesurer et ça passe par la formation, définitivement. C'est un des gros freins. Est-ce que les pharmaciens sont les seuls à pouvoir les aider? Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux duos qui se créent là, entre les chercheurs de fondamentales puis des médecins, soit pour de la chirurgie, en oncologie, on le voit, là, soit pour des traitements de médecine de précision, mais c'est des connaissances que tu passes des années à acquérir. Du jour au lendemain, tu as quelqu'un d'autre qui les applique. C'est ce transfert-là qui doit se faire, ou ce couplage-là, parce que ça se peut que tu n'acquiers pas toutes les connaissances que ton voisin a mis 20 ans sur lesquelles il a travaillé. Donc, ça, des nouveaux duos, donc des gens qui vont travailler ensemble parce qu'ils ont des expertises complémentaires. Ça, moi, nous, on a commencé à le voir beaucoup. Une espèce d'atténuation du corporatisme, peut-être, là, qui...
Ben, l'ordre des médecins, puis l'ordre des pharmaciens qui se gardent des chasses, il y a des chasses gardées là, sur les types d'opérations ou de compétences qui se reconnaissent les uns les autres, en fait. Je ne l'ai pas vu avec les pharmaciens, mais ça, c'est peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de fouiller. Je l'ai vu entre chercheurs de biologie moléculaire, donc, et chirurgiens, par exemple. OK, de cet ordre-là. Je l'ai vu en médecine de précision. Je l'ai vu, donc, mais c'est plus dans la recherche fondamentale et la pratique, l'application. Et je l'ai vu aussi dans le développement technologique et la pratique. Donc, des gens qui se joignent ensemble et qui collaborent et qui travaillent ensemble. Par exemple, tu sais, des nouvelles technologies, bon, ça ne vous dira rien, là, mais le spectromètre de masse, tu sais, des nouvelles applications qui ont besoin d'une longue expertise, mais qui apportent une valeur ajoutée incroyable. Mais avant, on devait le faire en laboratoire, c'était extrêmement élevé. On vient de développer des tout petits appareils de rien qui vont être portables à côté du médecin. Mais il peut l'utiliser. Il est capable d'évaluer s'il y a la bonne réponse, si c'est sécuritaire. Alors, ça prend cette expertise-là pour être capable de dire « je ne prendrai pas un risque pour le patient que je traite, puis me retrouver dans une position où je ne suis pas confortable. » Donc, je pense aussi que ça va passer par ça. Peut-être ces duos-là, en tout cas en attendant, mais je ne suis pas sûre qu'on va être dans une société où tout le monde est capable de tout apprendre. Et on va de plus en plus être capable de faire des alliances qui nous permettent Même chose pour les données, même chose pour les datas. Tu sais, Une espèce de croisement entre la science pure et la science, la science sociale. Puis je pense que le monde de la recherche en général se rend compte qu'on est un peu à une croisée des chemins. Là. On ne peut plus rester chacun de notre bord avec notre compétence, ça ne donne rien. Oui. Je pense que la pandémie a amené ça de bon. Là. Moi, je préfère en retirer le positif. Mais moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, avant, je parlais à mon entourage que je faisais un doctorat en sciences sociales, puis j'étais comme « Ah ouais, un crime, le fun! » Puis à partir du mois de mars, c'était « Ah ouais, tu travailles sur quoi? » Puis la recherche, c'est important. Il y a comme eu une espèce de renouveau, puis de souffle nouveau. Un concept qu'on enseigne et qu'on applique peu, c'est l'innovation ouverte. Puis je trouve ça beau qu'avec la pandémie, à un moment donné, on fait « Hey, tu sais, aux US, on ouvre un site, puis les chercheurs, parce que là, tout le monde travaillait chacun de leur bord, ils se sont rendus compte qu'il faut centraliser l'information qui arrive à toute heure de la journée, puis de travailler ensemble, puis de bâtir sur les résultats des uns et des autres. » Moi, je pense qu'on est rendu là, puis ces espèces de duos, comme vous parlez, Mme Tremblay, puis des espèces de triades aussi d'expertise. En médecine, les réunions multi, on voit ça un peu dans De Garde 24/7. Il y a peu de gens qui savent que ça se fait, hein? Ouais. Le monde voit ça à la télé, puis ils sont comme « Ah, c'est donc bien le fun! » Ben moi, ma mère est médecin de famille, là, puis réunion multi, c'est pas rare, là. Elle a fait du CHSLD longtemps, où il y en avait régulièrement. Travailler avec des gestionnaires, travailler avec des TS, aussi les différents types d'infirmières, que ce soit une clinicienne, que ce soit une technicienne ou une auxiliaire. Chacun a un point de vue super important et intéressant à amener. Puis je pense que cette espèce de façon, cet échange-là qu'on va avoir avec les autres chercheurs est juste plus prolifique. Puis le SRAP, ce que je trouve beau, c'est que c'est ça. On n'est pas juste des experts, là, il intègre vraiment ces stratégies de recherche axées sur le patient. On le place vraiment au cœur de la chose. Pour moi, c'est super important. Mais comme gestionnaire aussi, je trouve ça intéressant. On dit tout le temps penser en dehors de la boîte, mais on dit aussi souvent plus que tu as d'expertise, plus que tu es conscient des choses auxquelles que, tu devrais exclure d'office parce que ça ne marchera pas. Mais si toi, tu me proposes quelque chose, ouais, mais pourquoi ça ne marche pas de même? Puis je fais comme, ben c'est à cause de ça, mais je suis en train de faire des repères sur l'anticipation des risques, puis peut-être les atténuer, comme Daniel parlait tantôt, là. En tout cas, c'est un beau sujet, je crois, qui va amener beaucoup d'espoir, j'espère. En tout cas, félicitations. Moi, je dois vous quitter, mais ça m'a fait plaisir. J'aurais bien aimé avoir le début, mais c'est pas grave, on se reprendra. Vous l'écouterez sur le site web du CIRST. Ah, OK, super. Parfait. Merci. Merci d'avoir été là. Bye. Bye-bye. Tu as beaucoup de travail du pain sur la planche, Julie. Ah, c'est peu te dire. Tout est intéressant, là, quand tu fais de la revue de littérature, puis là, tu fais comme « Ah ouais, ça c'est intéressant. Ah ouais, ça c'est comme le danger de la chose. » Puis moi, je vraiment... Faut savoir s'arrêter. Hein? Faut savoir s'arrêter.
Ouais, c'est ça. Tu peux pas tout Puis, lire, fait que je pense qu'à un moment donné, faut se dire qu'on en a lu heureusement, assez. on a des deadlines, là, fait que ça va de recentrer ses Ouais. objectifs. Mais moi, je suis une fille de terrain, puis plus que je parle avec les gens, plus que je me nourris, puis que je fais comme, OK, c'est comme, mettons, la valorisation, je trouvais ça super important, mais moi, je devais rentrer dans la gestion de l'innovation, mais je me rends compte que c'est carrément quelque chose qui est à part, tu sais. Hmm. Il y a plein d'affaires que tu fais quand tu échanges avec les gens, tu te rends compte que, ah, ben ouais, tu sais, j'ai peut-être sous-estimé ce concept-là. Facteur humain. Ben, le facteur humain qui est donc important. Puis, tu sais, il y a des disciplines. Tu sais, moi, la première, mettons, avant, on me parlait d'un doctorat en philosophie. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est quoi qu'ils font ces gens-là? Tu sais, c'est des bébites. Monsieur Génineau, est-ce que vous êtes un philosophe? J'ai étudié en philosophie, mais je suis allé dans complètement d'autres choses. OK. Des Non, services aux citoyens. OK. Non, mais tu sais, juste pour vous exprimer la chose, toutes les gens que je rencontre ou tous les articles que je lis qui me passionnent au niveau éthique, tu sais, c'est tous des philosophes qu'ils ont écrits, là. Mhm. C'est que, tu sais, tous les enjeux éthiques, la confidentialité, tu sais, les questionnements qui vont venir avec la médecine de précision, le déterminisme, le fatalisme, c'est toutes des choses que je ne connaissais pas nécessairement, que je n'avais pas vues au cégep dans ma vie, là. C'est vraiment important quand on parle de génétique puis génomique. Tu sais, si tu passes un test, puis je donne l'exemple du cancer du sein, tu as 80 de chances de le développer, ben tu sais, les gens ne sont pas nécessairement dans une probabilité. Ils font comme 80, c'est pas mal plus proche de 100 que de 0. Hein? Fait qu'ils vont avoir le cancer un jour, puis après ça, ils font des choix de vie qui sont différents. S'ils ont des sœurs, moi, j'ai une sœur, je passais ce test-là. Est-ce qu'elle, elle veut le savoir, le résultat? Est-ce que j'ai le devoir de lui dire qu'elle surveille ses symptômes, qu'elle fasse sa palpation de ses seins à tous les mois assidûment, qu'elle devrait aller voir un médecin pour se faire prescrire une mammo régulière? Tu sais, il y a toutes ces choses-là qui viennent avec la génétique et la génomique, qui sont fascinantes aussi. Mais tu sais, ça, il y a des bioéthiciens pour ça. Mais tu sais, en philosophie, on avait un peu le cliché que ils finissent tous proches de profs de cégep, là. Mais c'est pas ça pendant tout, là, tu sais. Fonctionnant. Hein? Ou fonctionnant, mais c'est un autre genre de fonction. Non, mais c'est comme des infiltrés dans les ministères. Des empêcheurs de tourner en rond. Mais tu sais, il y a tout cet aspect-là que je trouve que la popularité de la recherche dans les derniers mois a amené aussi. C'est quoi qu'on fait dans la vie? T'sais, on n'est pas juste du monde qui sont enfermés et qui lit des livres. Je pense qu'il y a ça de beau dans la pandémie, là, mais mon avis. Je pense que vous l'avez dit, puis je pense que c'est ça, vous allez sur le terrain, vous parlez avec des gens. Je pense que c'est extraordinaire. Ben, c'est pour ça que j'ai choisi le DBA, moi, à Sherbrooke, parce que j'ai été formée à Sherbrooke. Hein. Le management, ma maîtrise, j'ai fait à Sherbrooke, puis là, je me suis fait dire ton doc, t'es sûr que tu veux le faire à Sherbrooke? Contamination des savoirs. Tu sais, si tu veux une job plus tard, c'est clair qu'ils t'engageront pas comme prof parce que tu te fais ta formation en même place. Ouais, es-tu bonne ou t'es pas bonne? C'est un peu ça la question. Ben, à date, ça va bien, là. Je dirais. Non, mais tu sais, au final, moi aussi, je me suis fait dire ça. Moi aussi, j'ai une thèse moi, j'ai tout fait la même chose à l'Université de Montréal. Moi, je suis en littérature. Ça n'a rien à voir. Mais... Puis moi aussi, c'était ça. Ben oui, mais tu sais, si tu veux être prof, peut-être qu'il faudrait que tu changes d'université. Ben non. Il y en a. Ben c'est ça. Je vais continuer, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis avec les gens avec qui j'ai envie de travailler. Puis... Mais le DBA, dans le fond, c'est une formule qui est inspirée de Harvard qui voulait que les choses développées par les étudiants servent à quelque chose. On a tous déjà vu des thèses là, sur des tablettes, là, puis des gens qui te parlent de leur thèse, tu fais comme ah ouais, puis tu sais que ça l'aboutit où, tu sais? Ah ben, le projet est tombé dans l'eau. Et pourquoi? Ben, c'est un PhD, là, c'était mon projet de thèse. T'sais, moi, c'est un peu un projet de vie. Là. Quand on parle que notre thèse, c'est notre signature professionnelle un peu, moi, j'ai envie que les choses servent. T'sais, moi, mon père, il est mort d'un cancer de la vessie. Ma mère a fait de la médecine de famille. Mon père était préposé aux bénéficiaires. Ma soeur est infirmière. J'ai envie que leur monde s'améliore. J'ai envie que moi, si j'ai un cancer un jour, ben, d'être capable de le traiter puis pas faire trois traitements de chimio différents. T'sais, moi, mon père, son traitement de chimio qui a marché le plus, c'est celui qui marche le moins en général dans la population. Mais s'il ne l'avait pas fait, ben, tu sais, ce 6 mois-là, on ne l'aurait pas eu. Mais tu sais, c'est toutes des affaires que tu dis, il y a des solutions pour ça. Puis tu sais, le point Mme Tremblay, c'est vrai que c'est frustrant des fois parce que tu sais que ça existe. Tu te dis, mais mon Dieu, ça ne se rend pas au plancher des vaches, là, tu sais.
J'avais lu un article là, de Stanford qui disait que ça prenait 17 ans entre la création d'une technologie médicale et l'adoption par le médecin. Ça pouvait prendre jusqu'à 17 ans en moyenne. Une longue période de latence, ça. Ouais, c'est long. D'apprentissage. 17 ans, là, c'est... Good Lord, c'est beaucoup trop long, là. Fait que c'est ça. Mais bon, mon Dieu, excusez, je suis partie dans ma vague de recherche, que c'est donc merveilleux, mais je ne veux pas vous bloquer votre horaire tout l'après-midi. C'est beau de vous voir, c'est tout éclairé, vous avez une bonne énergie. Continuez, j'aime ça. Ah, ben, se faire dire que sa thèse est pertinente et nécessaire aussi, ça l'aide, là. Tu sais, j'ai parlé avec plein de monde qui ont tout fait comme « Lâche pas, fais-la, finis-la. » Fais-la et On en a besoin. Vous aimez le savoir, ça paraît. Il y en a qui peuvent être aussi des fonctionnaires de thèse, là, tu sais. Mais vous, ça paraît que vous aimez, vous êtes, tu sais, on appelle ça le citoyen éclairé, là. C'est l'idéal des lumières, ben c'est ça. Vous allez sur le terrain, je trouve ça formidable. Ben merci beaucoup, puis merci encore à Daniel, puis Hélène aussi pour le petit coup de main tantôt avec la techno. Merci Julie, puis on fait le petit montage nécessaire là, pour enlever les cris de chat, puis on va mettre ça sur le site du CIRS, tu vas pouvoir me donner ça à tous tes amis. Bon, ben c'est bon. Qu'on comprenne enfin ce que tu fais. Ah, ouais. Ben, on essaye d'expliquer ça brièvement, mais ouais. c'est bon. Bon, merci, bonne fin de semaine. Merci, bye-bye.